Bonjour, alors nous voici toujours dans les liaisons dangereuses et j'étais rendue à la lettre 15. Donc là nous allons commencer la lettre 16 avec Cécile Volange à son amie la Sophie Carnet. Donc si vous souhaitez vous abonner, eh bien n'hésitez pas pour être au courant des différentes lectures. Voilà, donc lettre 16, Cécile Volange à Sophie Carnet. Ah, ma Sophie, voici bien des nouvelles. Je ne devrais peut-être pas te les dire, mais il faut bien que j'en parle à quelqu'un. C'est plus fort que moi. Ce chevalier d'Anceny, je suis dans un trouble que je ne peux pas écrire. Je ne sais par où commencer. Depuis que je t'avais raconté la jolie soirée que j'avais passée chez maman avec lui et madame de Merteuil, je ne t'en parlais plus. C'est que je ne voulais plus en parler à personne, mais j'y pensais pourtant toujours. Depuis, il était devenu si triste, mais si triste, que ça me faisait de la peine. Et quand je lui demandais pourquoi, il me disait que non, mais je voyais bien que si. Enfin, hier, il l'était encore plus que de coutume. Ça n'a pas empêché qu'il n'ait eu la complaisance de chanter avec moi, comme à l'ordinaire, mais toutes les fois qu'il me regardait, cela me serrait le cœur. Après que nous eûmes fini de chanter, il alla renfermer ma harpe dans son étui, et en m'en rapportant la clé, il me pria d'en jouer encore le soir, aussitôt que je serais seule. Je ne me défiais de rien du tout. Je ne voulais même pas. Mais il m'en pria tant que je lui dis que oui. Il avait bien ses raisons. Effectivement, quand je fus retirée chez moi et que ma femme de chambre fut sortie, j'allais pour prendre ma harpe. Je trouvais dans les cordes une lettre, pliée seulement, et point cachetée, et qui était de lui. Ah, si tu savais tout ce qu'il me mande. Depuis que j'ai lu sa lettre, j'ai tant de plaisir que je ne peux plus songer à autre chose. Je l'ai relue 4 fois tout de suite, et puis je l'ai serré dans mon secrétaire. Je le savais par cœur. Et quand j'ai été couchée, je l'ai tant répété que je ne songeais pas à dormir. Dès que je fermais les yeux, je le voyais là, qui me disait lui-même tout ce que je venais de lire. Je ne me suis endormie que bien tard, et aussitôt que je me suis réveillée, il était encore de bien bonne heure, j'ai été reprendre sa lettre pour la relire à mon aise. Je l'ai emportée dans mon lit, et puis je l'ai baisée comme si... C'est peut-être mal de baiser une lettre comme ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. À présent, ma chère amie, si je suis bien aise, je suis aussi bien embarrassée, car sûrement, il ne faut pas que je réponde à cette lettre-là. Je sais bien que ça ne se doit pas, et pourtant il me le demande. Et si je ne réponds pas, je suis sûre qu'il va encore être triste. C'est pourtant bien malheureux pour lui. Qu'est-ce que tu me conseilles? Mais tu n'en sais pas plus que moi. J'ai bien envie d'en parler à madame de Merteuil qui m'aime bien. Je voudrais bien le consoler, mais je ne voudrais rien faire qui fût mal. On nous recommande tant d'avoir bon cœur, et puis on nous défend de suivre ce qu'il inspire, quand c'est pour un homme. Ça n'est pas juste non plus. Est-ce qu'un homme n'est pas notre prochain comme une femme et plus encore? Car enfin, n'a-t-on pas son père comme sa mère, son frère comme sa sœur? Il reste toujours le mari de plus. Cependant, si j'allais faire quelque chose qui ne fût pas bien, peut-être que M. d'Anceny lui-même n'aurait plus bonne idée de moi. Oh, ça par exemple, j'aime encore mieux qu'il soit triste. Et puis enfin, je serai toujours à temps. Parce qu'il a écrit hier. Je ne suis pas obligée d'écrire aujourd'hui. Aussi bien je verrai Madame de Merteuil ce soir. Et si j'en ai le courage, je lui conterai tout, en ne faisant que ce qu'elle me dira. Je n'aurai rien à me reprocher. Et puis peut-être me dira-t-elle que je peux lui répondre un peu, pour qu'il ne soit pas si triste. Oh, je suis bien en peine. Adieu, ma bonne amie. Dis-moi toujours ce que tu penses. Lettre 17, le chevalier d'Anceny à Cécile Volange. Avant de me livrer, mademoiselle, dirais-je au plaisir ou au besoin de vous écrire, je commence par vous supplier de m'entendre. Je sens que, pour oser vous déclarer mes sentiments, j'ai besoin d'indulgence. Si je ne voulais que les justifier, elles me seraient inutiles. Que vais-je faire, après tout, que vous montrer votre ouvrage? Et qu'ai-je à vous dire que mes regards, mon embarras, ma conduite et même mon silence ne vous aient dit avant moi? Et pourquoi vous fâcheriez-vous d'un sentiment que vous avez fait naître? Émané de vous, sans doute, il est digne de vous être offert, s'il est brûlant comme mon âme. Il est pur comme la vôtre. Serait-ce un crime d'avoir su apprécier votre charmante figure, vos talents séducteurs, vos grâces enchanteresses, et cette touchante candeur qui ajoute un prix inestimable à des qualités déjà si précieuses? Non, sans doute. Mais sans être coupable, on peut être malheureux. Et c'est le sort qui m'attend, si vous refusez d'agréer mon hommage. C'est le premier que mon cœur est offert.
Sans vous, je serais encore non pas heureux, mais tranquille. Je vous ai vu, le repos a fui loin de moi, et mon bonheur est incertain. Cependant, vous vous étonnez de ma tristesse, vous m'en demandez la cause. Quelquefois même, j'ai cru voir qu'elle vous affligeait. Ah, dites un mot, et ma félicité sera votre ouvrage. Mais avant de prononcer, songez qu'un mot peut aussi combler mon malheur. Soyez donc l'arbitre de ma destinée. Par vous, je vais être éternellement heureux ou malheureux. En quelle main plus chère puis-je remettre un intérêt plus grand? Je finirai comme j'ai commencé, par implorer votre indulgence. Je vous ai demandé de m'entendre. J'oserai plus. Je vous prierai de me répondre. Le refuser serait me laisser croire que vous vous trouvez offensé, et mon cœur m'est garant que mon respect égale mon amour. PS, vous pouvez vous servir pour me répondre du même moyen dont je me sers pour vous faire parvenir cette lettre. Il me paraît également sûr et commode. De, nanana, ce 18 août 1700, nanana. Lettre 18. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Quoi, Sophie? Tu blâmes d'avance ce que je vais faire? J'avais déjà bien assez d'inquiétudes, voilà que tu les augmentes encore. Il est clair, dis-tu, que je ne dois pas répondre. Tu en parles bien à ton aise, et d'ailleurs tu ne sais pas au juste ce qui en est. Tu n'es pas là pour voir. Je suis sûre que si tu étais à ma place, tu ferais comme moi. Sûrement, en général, on ne doit pas répondre, et tu as bien vu, par ma lettre d'hier, que je ne le voulais pas non plus. Mais c'est que je ne crois pas que personne ne se soit jamais trouvé dans le cas où je suis. Et encore, être obligée de me décider toute seule. Madame de Merteuil, que je comptais voir hier soir, n'est pas venue. Tout s'arrange contre moi. C'est elle qui est cause que je le connais. C'est presque toujours avec elle que je l'ai vue et que je lui ai parlé. Ce n'est pas que je lui en veuille du mal, mais elle me laisse là au moment de l'embarras. Oh, je suis bien à plaindre. Bon, il y a peut-être pire comme situation, mais bon. Et là, la petite Cécile Volanges, à 15 ans, là, elle est complètement chamboulée. Figure-toi qu'il est venu hier comme à l'ordinaire. J'étais si troublée que je n'osais le regarder. Il ne pouvait pas me parler parce que maman était là. Je me doutais bien qu'il serait fâché quand il verrait que je ne lui avais pas écrit. Je ne savais pas quelle contenance faire. Un instant après, il me demanda si je voulais qu'il allât chercher ma harpe. Le cœur me battait si fort que ce fut tout ce que je pus faire que de répondre « oui ». Quand il revint, c'était bien pire. Je ne le regardais qu'un petit moment. Il ne me regardait pas, lui. Mais il avait un air qu'on aurait dit qu'il était malade. Ça me faisait bien de la peine. Il se mit à accorder ma harpe et après, en me l'apportant, il me dit « Ah, mademoiselle !» Il ne me dit que ces deux mots-là. Mais c'était d'un ton que j'en fus toute bouleversée. Je préludais sur ma harpe sans savoir ce que je faisais. Maman demanda si nous ne chanterions pas. Lui s'excusa en disant qu'il était un peu malade. Et moi, qui n'avais pas d'excuse, il me fallut chanter. J'aurais voulu n'avoir jamais eu de voix. Je choisis exprès un air que je ne savais pas, car j'étais bien sûre que je ne pourrais en chanter aucun. Et on se serait aperçu de quelque chose. Heureusement, il vint une visite. Et dès que j'entendis entrer un carrosse, je cessai et le priai de reporter ma harpe. J'avais bien peur qu'il ne s'en allât en même temps, mais il revint. Pendant que maman et cette dame qui était venue causaient ensemble, je voulus le regarder encore un petit moment. Je rencontrai ses yeux et il me fut impossible de détourner les miens. Un moment après, je vis ses larmes couler et il fut obligé de se retourner pour n'être pas vu. Pour le coup, je ne pus y tenir. Je sentis que j'allais pleurer aussi. Je sortis et tout de suite j'écrivis avec un crayon sur un chiffon de papier. « Ne soyez donc pas si triste, je vous en prie. Je promets de vous répondre. Sûrement, tu ne peux pas dire qu'il y ait du mal à cela. Et puis c'était plus fort que moi. Je mis mon papier aux cordes de ma harpe, comme sa lettre était, et je revins dans le salon. Je me sentais plus tranquille. Il me tardait bien que cette dame s'en fût. Heureusement, elle était en visite, elle s'en alla bientôt après. Aussitôt qu'elle fut sortie, je dis que je voulais reprendre ma harpe, et je le priai de l'aller chercher. Je vis bien à son air qu'il ne se doutait de rien. Mais au retour, oh, comme il était content. En posant ma harpe vis-à-vis de moi, il se plaça de façon que maman ne pouvait voir, et il prit ma main qu'il serra. Mais d'une façon, ce ne fut qu'un moment, mais je ne saurais te dire le plaisir que ça m'a fait. Je la retirai pourtant. Ainsi, je n'ai rien à me reprocher. À présent, ma bonne amie, tu vois bien que je ne peux pas me dispenser de lui écrire, puisque je le lui ai promis. Et puis, je n'irai pas lui faire refaire du chagrin.
car j'en souffre plus que lui. Si c'était pour quelque chose de mal, sûrement je ne le ferais pas. Mais quel mal peut-il y avoir à écrire, surtout quand c'est pour empêcher quelqu'un d'être malheureux? Ce qui m'embarrasse, c'est que je ne saurais pas bien faire ma lettre. Mais il sentira bien que ce n'est pas ma faute. Et puis je suis sûre que rien que de ce qu'elle sera de moi, elle lui fera toujours plaisir. Adieu ma chère amie. Si tu trouves que j'ai tort, dis-le-moi, mais je ne crois pas. À mesure que le moment de lui écrire approche, mon cœur bat que ça ne se conçoit pas. Il le faut pourtant bien, puisque je l'ai promis. Adieu. Voilà. Lettre 19, Cécile Volanges au chevalier d'Ancenis. Vous étiez si triste hier, monsieur, et cela me faisait tant de peine que je me suis laissée aller à vous promettre de répondre à la lettre que vous m'avez écrite. Je ne sens pas moins aujourd'hui que je ne le dois pas. Pourtant, comme je l'ai promis, je ne veux pas manquer à ma parole. Et cela doit bien vous prouver l'amitié que j'ai pour vous. À présent que vous le savez, j'espère que vous ne me demanderez pas de vous écrire davantage. J'espère aussi que vous ne direz à personne que je vous ai écrit, parce que sûrement on m'en blâmerait, et que cela pourrait me causer bien du chagrin. J'espère surtout que vous-même n'en prendrez pas mauvaise idée de moi, ce qui me ferait plus de peine que tout. Je peux bien vous assurer que je n'aurais pas eu cette complaisance-là pour tout autre que vous. Je voudrais bien que vous eussiez celle de ne plus être triste comme vous étiez, ce qui m'ôte tout le plaisir que j'ai à vous voir. Vous voyez, monsieur, que je vous parle bien sincèrement. Je ne demande pas mieux que notre amitié dure toujours, mais je vous en prie, ne m'écrivez plus. J'ai l'honneur d'être. Voilà, Cécile Volanges de ce 20 août 1700 et quelques. Ensuite, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Ah, fripon, vous me cajolez, de peur que je ne me moque de vous. Allons, je vous fais grâce, vous m'écrivez tant de folie qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tient votre présidente. Je ne crois pas que mon chevalier eût autant d'indulgence avec moi. Il serait homme à ne pas approuver notre renouvellement de bail, et à ne rien trouver de plaisant dans votre folle idée. J'en ai pourtant bien ri, et j'étais vraiment fâchée d'être obligée d'en rire toute seule. Si vous eussiez été là, je ne sais où m'aurait mené cette gaieté, mais j'eus le temps de la réflexion et je me suis armée de sévérité. Ce n'est pas que je refuse pour toujours, mais je diffère, et j'ai raison. J'y mettrai peut-être de la vanité, et une fois piqué au jeu, on ne sait plus où l'on s'arrête. Je serai femme à vous enchaîner de nouveau, à vous faire oublier votre présidente. Et si j'allais, moi, indigne, vous dégoûter de la vertu, voyez quel scandale. Pour éviter ce danger, voici mes conditions. Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez et je suis à vous. Mais vous n'ignorez pas que dans les affaires importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit. Par cet arrangement, d'une part, je deviendrai une récompense au lieu d'être une consolation. Et cette idée me plaît davantage. De l'autre, votre succès en sera plus piquant, en devenant lui-même un moyen d'infidélité. Venez donc, venez au plus tôt m'apporter le gage de votre triomphe, semblable à nos preux chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leurs dames les fruits brillants de leur victoire. Sérieusement, je suis curieuse de savoir ce que peut écrire une prude après un tel moment, et quel voile elle met sur ses discours après n'en avoir plus laissé sur sa personne. C'est à vous de voir si je me mets à un prix trop haut. Mais je vous préviens qu'il n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon cher vicomte, vous trouverez bon que je reste fidèle à mon chevalier et que je m'amuse à le rendre heureux, malgré le petit chagrin que cela vous cause. Cependant, si j'avais moins de mœurs, je crois qu'il aurait, dans ce moment, un rival dangereux. C'est la petite Volanges. Je raffole de cet enfant, c'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit cœur se développer et c'est un spectacle ravissant. Elle aime déjà son Danceny avec fureur, mais elle n'en sait encore rien. Lui-même, quoique très amoureux, a encore la timidité de son âge et n'ose pas trop le lui apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis de moi. La petite surtout a grande envie de me dire son secret, particulièrement depuis quelques jours. Je l'en vois vraiment oppressée et je lui aurais rendu un grand service de l'aider un peu. Mais je n'oublie pas que c'est un enfant et je ne veux pas me compromettre. Danceny m'a parlé un peu plus clairement, mais pour lui, mon parti est pris. Je ne veux pas l'entendre. Quant à la petite, je suis souvent tentée d'en faire mon élève. C'est un service que j'ai envie de rendre à Gercourt.
Il me laisse du temps, puisque le voilà en Corse, jusqu'au mois d'octobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai ce temps-là et que nous lui donnerons une femme toute formée, au lieu de son innocente pensionnaire. Quelle est donc en effet l'insolente sécurité de cet homme qui ose dormir tranquille, tandis qu'une femme qui a à se plaindre de lui ne s'est pas encore vengée? Tenez, si la petite était ici dans ce moment, je ne sais ce que je ne lui dirais pas. Adieu, vicomte, bonsoir et bon succès. Mais pour Dieu, avancez donc. Songez que si vous n'avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eu. Le 20 août 1700 et quelques. Lettre 21. Voici le vicomte de Valmont qui répond à la marquise de Merteuil. Enfin, ma belle amie, j'ai fait un pas en avant, mais un grand pas. Et qui, s'il ne m'a pas conduit jusqu'au but, m'a fait connaître au moins que je suis dans la route et a dissipé la crainte où j'étais de m'être égaré. J'ai enfin déclaré mon amour, et quoiqu'on ait gardé le silence le plus obstiné, j'ai obtenu la réponse peut-être la moins équivoque et la plus flatteuse. Mais n'anticipons pas sur les événements et reprenons de plus haut. Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches? Eh bien, j'ai voulu que ce moyen scandaleux tournât à l'édification publique, et voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver dans les environs quelques malheureux qui eut besoin de secours. Cette commission n'était pas difficile à remplir. Hier après-midi, il me rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui dans la matinée les meubles d'une famille entière qui ne pouvait payer la taille. Je m'assurai qu'il n'y eut dans cette maison aucune fille ou femme dont l'âge ou la figure puisse rendre mon action suspecte. Et quand je fus bien informé, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le lendemain. Ici, je dois rendre justice à ma présidente. Sans doute, elle eut quelques remords des ordres qu'elle avait donnés. Et n'ayant pas la force de vaincre sa curiosité, elle eut au moins celle de contrarier mon désir. Il devait faire une chaleur excessive. Je risquais de me rendre malade. Je ne tuerais rien et me fatiguerais en vain. Et pendant ce dialogue, ses yeux, qui parlaient peut-être mieux qu'elle, me faisaient assez connaître qu'elle désirait que je prisse pour bonnes ses mauvaises raisons. Je n'avais garde de m'y rendre, comme vous pouvez croire, et je résistais de même à une petite diatribe contre la chasse et les chasseurs, et à un petit nuage d'humeur qui obscurcit toute la soirée cette figure céleste. Je craignais un moment que ses ordres ne fussent révoqués, et que sa délicatesse ne me nuisît. Je ne calculais pas la curiosité d'une femme, aussi me trompais-je. Mon chasseur me rassura dès le soir même, et je me couchai satisfait. Au point du jour, je me lève et je pars. À peine à 50 pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. J'entre en chasse et marche à travers champs vers le village où je voulais me rendre, sans autre plaisir, dans ma route, que de faire courir le drôle qui me suivait, et qui, n'osant pas quitter les chemins, parcourait souvent à toute course un espace triple du mien. À force de l'exercer, j'ai eu moi-même une extrême chaleur, et je me suis assis au pied d'un arbre. N'a-t-il pas eu l'insolence de se couler derrière un buisson qui n'était pas à 20 pas de moi, et de s'y asseoir aussi? J'ai été tenté un moment de lui envoyer mon coup de fusil, qui, quoique de petit plomb seulement, lui aurait donné une leçon suffisante sur les dangers de la curiosité. Heureusement pour lui, je me suis ressouvenu qu'il était utile et même nécessaire à mes projets. Cette réflexion l'a sauvé. Cependant, j'arrive au village, je vois de la rumeur, je m'avance, j'interroge, on me raconte le fait. Je fais venir le collecteur et, cédant à ma généreuse compassion, je paie noblement 56 livres pour lesquels on réduisait 5 personnes à la paille et au désespoir. Après cette action si simple, vous n'imaginez pas quel cœur de bénédiction retentit autour de moi de la part des assistants. Quelles larmes de reconnaissance coulaient des yeux du vieux chef de cette famille et embellissaient cette figure de patriarche qu'un moment auparavant, l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse. J'examinais ce spectacle lorsqu'un autre paysan plus jeune, conduisant par la main une femme et 2 enfants, et s'avançant vers moi à pas précipité, leur dit « Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu !» Et dans le même instant, j'ai été entouré de cette famille, prosternée à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse. Mes yeux se sont mouillés de larmes, et j'ai senti en moi un mouvement involontaire mais délicieux. J'ai été étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien. Et je serais tentée de croire que ceux que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. En gros, il n'a jamais rien fait de bien, enfin il ne fait pas grand-chose de bien. Là, il manigance tout un truc pour faire
une petite bonne action. Et il se rend compte qu'en fait, les gens bienveillants, bien gentils, eh ben, en fait, ils se font plaisir à eux-mêmes, quoi. Donc, en gros, ils sont pas si vertueux que ça, quoi. Quand même, il abuse un petit peu, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste de payer à ces pauvres gens le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais pris 10 louis sur moi. Je leur ai donné. Et ils ont commencé les remerciements. Mais ils n'avaient plus ce même degré de pathétique. Le nécessaire avait produit le grand, le véritable effet. Le reste n'était qu'une simple expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. Cependant, au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame, dans la scène du dénouement. Vous remarquerez que dans cette foule était surtout le fidèle espion. Mon but était rempli, je me dégageais d'eux tous et regagnais le château. Tout calculé, je me félicite de mon invention. Cette femme vaut bien sans doute que je me donne tant de soins. Et ils seront un jour mes titres auprès d'elle. Et l'ayant en quelque sorte ainsi payé d'avance, j'aurai le droit d'en disposer à ma fantaisie, sans avoir de reproche à me faire. J'oubliais de vous dire que, pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. Mais on m'avertit que le souper est servi, et il serait trop tard pour que cette lettre partît si je ne la fermais qu'en me retirant. Ainsi, le reste à l'ordinaire prochain. Le reste à l'ordinaire prochain, ça veut dire la suite dans le prochain courrier ordinaire, par opposition à un courrier spécial. J'en suis fâchée car le reste est le meilleur. Adieu ma belle amie. Vous me volez un moment de plaisir de la voir. Lettre 22. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Vous serez sans doute bien aise, Madame, de connaître un trait de Monsieur de Valmont qui contraste beaucoup, ce me semble, avec tous ceux sous lesquels on vous l'a présenté. Il est si pénible de penser désavantageusement de qui que ce soit, si fâcheux de ne trouver que des vices chez eux qui auraient toutes les qualités nécessaires pour faire aimer la vertu. Enfin, vous aimez tant à user d'indulgence que c'est vous obliger que de vous donner des motifs de revenir sur un jugement trop rigoureux. Monsieur de Valmont me paraît fondé à espérer cette faveur. Je dirais presque cette justice, et voici sur quoi je le pense. Il a fait ce matin une de ces courses qui pouvaient faire supposer quelques projets de sa part dans les environs, comme l'idée vous en était venue, idée que je m'accuse d'avoir saisie peut-être avec trop de vivacité. Heureusement pour lui, et surtout heureusement pour nous, puisque cela nous sauve d'être injuste. Un de mes gens devait aller du même côté que lui. Et c'est par là que ma curiosité répréhensible mais heureuse a été satisfaite. Il nous a rapporté que Monsieur de Valmont, ayant trouvé au village de une malheureuse famille dont on vendait les meubles, faute d'avoir pu payer les impositions, non seulement s'était empressé d'acquitter la dette de ces pauvres gens, mais même leur avait donné une somme d'argent assez considérable. Mon domestique a été témoin de cette vertueuse action, et il m'a rapporté, de plus, que les paysans, causant entre eux et avec lui, avaient dit qu'un domestique qu'ils ont désigné, et que le mien croit être celui de M. de Valmont, avait pris hier des informations sur ceux des habitants du village qui pouvaient avoir besoin de secours. Si cela est ainsi, ce n'est même plus seulement une compassion passagère et que l'occasion détermine, c'est le projet formé de faire du bien. C'est la sollicitude de la bienfaisance, c'est la plus belle vertu des plus belles âmes. Mais, soit hasard ou projet, c'est toujours une action honnête et loable, et dont le seul récit m'a attendri jusqu'aux larmes. J'ajouterai de plus, et toujours par justice, que quand je lui ai parlé de cette action, de laquelle il ne disait mot, il a commencé par s'en défendre, et a eu l'air d'y mettre si peu de valeur, lorsqu'il en est convenu, que sa modestie en doublait de mérite. À présent, dites-moi, ma respectable amie, si M. de Valmont est en effet un libertin sans retour. S'il n'est que cela, et se conduit ainsi, que restera-t-il aux gens honnêtes? Quoi? Les méchants partageraient-ils avec les bons le plaisir sacré de la bienfaisance? Dieu permettrait-il qu'une famille vertueuse reçût de la main d'un scélérat des secours dont elle rendrait grâce à sa divine providence? Et pourrait-il se plaire à entendre des bouches pures répandre leurs bénédictions sur un réprouvé? Non, j'aime mieux croire que des erreurs, pour être longues, ne sont pas éternelles, et je ne puis penser que celui qui fait du bien soit l'ennemi de la vertu. Monsieur de Valmont n'est peut-être qu'un exemple de plus du danger des liaisons. Les liaisons, ici, c'est les relations sociales.
Je m'arrête à cette idée qui me plaît. Si d'une part, elle peut servir à le justifier dans votre esprit, de l'autre, elle me rend de plus en plus précieuse l'amitié tendre qui m'unit à vous pour la vie. J'ai l'honneur d'être, etc. Tatata. PS, Madame de Rosemonde et moi, nous allons dans l'instant voir aussi l'honnête et malheureuse famille et joindre nos secours tardifs à ceux de M. Valmont. Nous le mènerons avec nous, nous donnerons au moins à ces bonnes gens le plaisir de revoir leur bienfaiteur. C'est, je crois, tout ce qu'il nous a laissé à faire. Ah, c'est quand même, il abuse bien quand même. Hein, il se moque un petit peu du monde, ce vicomte. Lettre 23. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Allez hop, il va aller se confier sur ses calculs et sa manipulation. Alors, donc, lettre 23. Le vicomte. Nous en sommes restés à mon retour au château. Je reprends mon récit. Je n'eus que le temps de faire une courte toilette et je me rendis au salon, où ma belle faisait de la tapisserie, tandis que le curé du lieu lisait la gazette à ma vieille tante. J'allais m'asseoir auprès du métier. Des regards plus doux encore que de coutume et presque caressants me firent bientôt deviner que le domestique avait déjà rendu compte de sa mission. En effet, mon aimable curieuse ne put garder plus longtemps le secret qu'elle m'avait dérobé. Et sans crainte d'interrompre un vénérable pasteur, dont le débit ressemblait pourtant à celui d'un prône. Un prône, c'est moment de la messe où étaient annoncées souvent sur un ton monotone les cérémonies à venir, baptême, mariage, etc. Voilà, donc, dont le débit ressemblait pourtant à celui d'un prône. « J'ai bien aussi ma nouvelle à débiter, se dit-elle. Enfin, dit-elle. Et tout de suite, elle raconta mon aventure avec une exactitude qui faisait honneur à l'intelligence de son historien. Vous jugez comme je déployais toute ma modestie, mais qui pourrait arrêter une femme qui fait, sans s'en douter, l'éloge de ce qu'elle aime? Je pris donc le parti de la laisser aller. On eût dit qu'elle prêchait le panégyrique d'un saint. Pendant ce temps, j'observais, non sans espoir, tout ce que promettait à l'amour mon regard animé, son geste devenu plus libre, et surtout ce son de voix qui, par son altération déjà sensible, trahissait l'émotion de son âme. À peine elle finissait de parler. « Venez, mon neveu, me dit Madame de Rosemonde, venez que je vous embrasse. » Je sentis aussitôt que la jolie prêcheuse ne pourrait se défendre d'être embrassée à son tour. Cependant, elle voulut fuir, mais elle fut bientôt dans mes bras. Et loin d'avoir la force de résister, à peine lui restait-il celle de se soutenir. Plus j'observe cette femme, et plus elle me paraît désirable. Elle s'empressa de retourner à son métier, et eut l'air, pour tout le monde, de recommencer sa tapisserie. Mais moi, je m'aperçus bien que sa main tremblante ne lui permettait pas de continuer son ouvrage. Après le dîner, les dames voulurent aller voir les infortunés que j'avais si pieusement secourus. Je les accompagnai. Je vous sauve l'ennui de cette seconde scène de reconnaissance et d'éloge. Mon cœur, pressé d'un souvenir délicieux, hâte le moment de retour au château. Pendant la route, ma belle présidente, plus rêveuse qu'à l'ordinaire, ne disait pas un mot. Tout occupée de trouver les moyens de profiter de l'effet qu'avait produit l'événement du jour, je gardais le même silence. Madame de Rosemonde, seule, parlait et n'obtenait de nous que des réponses courtes et rares. Nous dûmes l'ennuyer. J'en avais le projet et il réussit. Aussi, en descendant de voiture, elle passa dans son appartement et nous laissa, tête à tête, ma belle et moi, dans un salon mal éclairé. Obscurité douce qui enhardit l'amour timide. Je n'eus pas la peine de diriger la conversation où je voulais la conduire. La ferveur de l'aimable prêcheuse me servit mieux que n'aurait pu faire mon adresse. « Quand on est si digne de faire le bien, me dit-elle, en arrêtant sur moi son doux regard, comment passe-t-on sa vie à mal faire ?» Je ne mérite, lui répondis-je, ni cet éloge, ni cette censure, et je ne conçois pas qu'avec autant d'esprit que vous en avez, vous ne m'ayez pas encore deviné. Dû ma confiance me nuire auprès de vous, vous en êtes trop digne pour qu'il me soit possible de vous la refuser. Vous trouverez la clé de ma conduite dans un caractère malheureusement trop facile. Influençable. Entouré de gens sans mœurs, j'ai imité leurs vices. J'ai peut-être mis de l'amour-propre à les surpasser. Séduit de même ici par l'exemple des vertus sans espérer de vous atteindre, j'ai au moins essayé de vous suivre. Et peut-être l'action dont vous me louez aujourd'hui perdrait-elle tout son prix à vos yeux si vous en connaissiez le véritable motif. Vous voyez, ma belle amie, combien j'étais près de la vérité.
Ce n'est pas à moi, continuai-je, que ces malheureux ont dû mes secours. Où vous croyez voir une action louable, je ne cherchais qu'un moyen de plaire. Je n'étais, puisqu'il faut le dire, que le faible agent de la divinité que j'adore. Ici, elle voulut m'interrompre, mais je ne lui en donnai pas le temps. Dans ce moment même, ajoutai-je, mon secret ne m'échappe que par faiblesse. Je m'étais promis de vous le taire. Je me faisais un bonheur de rendre à vos vertus comme à vos appas un hommage pur que vous ignoreriez toujours. Mais incapable de tromper, quand j'ai sous les yeux l'exemple de la candeur, je n'aurai point à me reprocher avec vous une dissimulation coupable. Ne croyez pas que je vous outrage par une criminelle espérance. Je serai malheureux, je le sais, mais mes souffrances me seront chères. Elles me prouveront l'excès de mon amour. C'est à vos pieds, c'est dans votre sein que je déposerai mes peines. J'y puiserai des forces pour souffrir de nouveau. J'y trouverai la bonté compatissante et je me croirai consolée parce que vous m'aurez plaint. Ô vous que j'adore, écoutez-moi, plaignez-moi, secourez-moi. Cependant j'étais à ses genoux et je serrais ses mains dans les miennes, mais elle, les dégageant tout à coup et les croisant sur ses yeux avec l'expression du désespoir. « Oh, malheureuse !» s'écria-t-elle. Puis elle fondit en larmes. Par bonheur, je m'étais livrée à tel point que je pleurais aussi. Et reprenant ses mains, je les baignais de pleurs. Cette précaution était bien nécessaire, car elle était si occupée... elle était si occupée de sa douleur qu'elle ne se serait pas aperçue de la mienne, si je n'avais trouvé ce moyen de l'en avertir. J'y gagnais de plus de considérer à loisir cette charmante figure, embellie encore par l'attrait puissant des larmes. Ma tête s'échauffait, et j'étais si peu maître de moi que je fus tenté de profiter de ce moment. Quelle est donc notre faiblesse? Quel est l'empire des circonstances? Si moi-même, oubliant mes projets, j'ai risqué de perdre par un triomphe prématuré le charme des longs combats et des détails d'une pénible défaite. Si, séduit par un désir de jeune homme, j'ai pensé exposer le vainqueur de Madame de Tourvel à ne recueillir pour fruit de ses travaux que l'insipide avantage d'avoir eu une femme de plus. Ah, qu'elle se rende, mais qu'elle combatte, que sans avoir la force de vaincre, elle ait celle de résister, qu'elle savoure à loisir le sentiment de sa faiblesse et soit contrainte d'avouer sa défaite. Laissons le braconnier obscur tuer à l'affût le cerf qu'il a surpris. Le vrai chasseur doit le forcer. Ce projet est sublime, n'est-ce pas? Mais peut-être serais-je à présent au regret de ne l'avoir pas suivi, si le hasard ne fut venu au secours de ma prudence. Nous entendîmes du bruit. On venait au salon. Madame de Tourvel, effrayée, se leva précipitamment, se saisit d'un des flambeaux et sortit. Il fallut bien la laisser faire. Ce n'était qu'un domestique. Aussitôt que j'en fus assuré, je la suivis. À peine eus-je fait quelques pas, que ce soit qu'elle me reconnût, soit un sentiment vague d'effroi, je l'entendis précipiter sa marche et se jeter plutôt qu'entrer dans son appartement, dont elle ferma la porte sur elle. J'y allais, mais la clé était en dedans. Je me gardais bien de frapper. C'eût été lui fournir l'occasion d'une résistance trop facile. J'eus l'heureuse et simple idée de tenter de voir à travers la serrure. Et je vis en effet cette femme adorable à genoux, baignée de larmes et priant avec ferveur. Quel Dieu osait-elle invoquer? En est-il d'assez puissant contre l'amour? En vain cherche-t-elle à présent des secours étrangers. C'est moi qui réglerai son sort. Croyant en avoir assez fait pour un jour, je me retirai aussi dans mon appartement et me mis à vous écrire. J'espérais la revoir au souper, mais elle fit dire qu'elle s'était trouvée indisposée et s'était mise au lit. Madame de Rosemonde voulut monter chez elle, mais la malicieuse malade prétexta un mal de tête qui ne lui permettait de voir personne. Vous jugez qu'après le souper, la veillée fut courte, et que j'eus aussi mon mal de tête. Retiré chez moi, j'écrivis une longue lettre pour me plaindre de cette rigueur, et je me couchai avec le projet de la remettre ce matin. J'ai mal dormi, comme vous pouvez voir par la date de cette lettre. Je me suis levée et j'ai relu mon épître. Je me suis aperçue que je ne m'y étais pas assez observée, que j'y montrais plus d'ardeur que d'amour et plus d'humeur que de tristesse. Il faudra la refaire, mais il faudrait être plus calme. J'aperçois le point du jour et j'espère que la fraîcheur qui l'accompagne m'amènera le sommeil. Je vais me remettre au lit, et quel que soit l'empire de cette femme, je vous promets de ne pas m'occuper tellement d'elle, qu'il ne me reste le temps de songer beaucoup à vous. Adieu, ma belle amie. Je m'arrête donc là, et bonne soirée.